Mesdames et messieurs, merci de regarder Africa Today Télévision. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Le chef de l'État, Alpha Condé, est le nouveau président en exercice de l'Union africaine, élu à l'unanimité par ses pairs. Il succède à Idriss Déby Itno pour un mandat d'un an. Pendant cette mandature, les priorités du professeur Alpha Condé se résument à l'énergie pour l'industrialisation du continent, le défi de l'emploi jeune et le bien-être social. On le suit. L'industrialisation et la transformation structurelle dont a besoin le continent africain ne peuvent se faire sans l'accès à l'énergie, qui reste un défi que l'Afrique peut et doit relever pour accélérer son développement. C'est pourquoi je vous réitère mon engagement à faire de l'accès pour tous à l'énergie moderne d'ici 2030 l'une de mes priorités. Aujourd'hui encore, 7 Africains sur 10, soit 700 millions de personnes, n'ont pas accès à l'électricité. La grande majorité de la population continue de souffrir de la pauvreté, du chômage, des crises de nature diverses, y compris le terrorisme, les migrations, les maladies, privant notre continent des bras et des cerveaux, pouvant valablement contribuer à son développement. Il est de notre responsabilité commune d'améliorer les conditions de vie de ces jeunes en quête de lendemain meilleur en dehors du continent et de mettre fin à leurs aventures suicidaires à travers le Sahara et dans les eaux de la Méditerranée. L'Union africaine ne saurait justifier son existence si ces actions ne produisent aucun impact sur les conditions de vie des populations, notamment les couches les plus vulnérables. Je me réjouis du choix de notre thème 2017, tirer profit du développement démographique en investissant dans la jeunesse. Ce thème qui vient à point nommé nous interpelle tous, et nous, décideurs politiques, opérateurs économiques et autres investisseurs, devons désormais faire preuve d'imagination pour prendre les décisions qui s'imposent et mobiliser les investissements nécessaires en faveur de notre jeunesse. Autrement, nous serons les premières victimes de cette bombe sociale à retardement qui essaie de s'amplifier jour après jour. Et puis, j'ajoute que le Maroc réintègre l'Union africaine. Le pays avait quitté l'organisation en 1984 pour protester contre la reconnaissance du Sahara occidental comme État souverain. Il devient donc le 55e État membre de l'organisation panafricaine. La Guinée vers un nouveau rapport d'état du système éducatif national. Les travaux d'élaboration de ce document ont été lancés ce lundi à Conakry. Ces nouvelles conclusions vont permettre, selon les initiateurs, de faire un diagnostic du secteur éducatif suivi des propositions de solutions. Ça, Allo Yombuno. En 2004, un premier diagnostic du système éducatif a été établi pour identifier les défis auxquels ce secteur était confronté. La démarche a permis à l'époque à la Guinée de se doter d'un plan sectoriel de l'éducation qui s'étendait sur la période 2008-2015. Un plan qui n'a pu être mis en exécution pour plusieurs raisons. Toutefois, la mise en œuvre de ce plan a été perturbée au moment du coup d'État de décembre 2008 et de la période de transition qui a vu de nouvelles élections présidentielles. Quelques mois et années après cette élection présidentielle de 2011, la République de Guinée a été touchée par l'épidémie Ebola et c'est tout le système éducatif qui en a été affecté. Ce nouveau rapport d'état du système éducatif national, qui sera bientôt élaboré, constitue une phase de mise en œuvre du plan de transition 2015-2017. Il servira également d'étape préparatoire du plan sectoriel à long terme qui devra s'étendre sur la période 2018-2027. La nouvelle démarche a plusieurs objectifs. Comme il a été rappelé, l'objectif du RESEN est de fournir un diagnostic approfondi du secteur basé sur des évidences, mettant en lumière les forces et les faiblesses du système éducatif qui guideront les discussions et les arbitrages des décideurs sur les grandes orientations de la future politique sectorielle. Je voudrais mentionner que 2 chapitres ont été ajoutés au RESEN que l'on trouve dans d'autres pays. Un chapitre sur les capacités de planification et de gestion des ministères et un chapitre sur le préscolaire. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire appelle à une large synergie d'action des parties prenantes aux travaux pour atteindre les objectifs. Une bonne planification sectorielle ne pourra être correctement menée à l'absence de données factuelles et fiables sur le système éducatif dans tous ses volets, du préscolaire à l'enseignement supérieur, en passant par l'enseignement préuniversitaire et l'alphabétisation, ainsi que la formation professionnelle et technique. C'est pourquoi
La réalisation du RESEN doit se faire dans une synergie encore plus forte, intégrant davantage les apports de tous, y compris les collectivités bénéficiaires, le secteur privé et les partenaires au développement. Le rapport d'état du système éducatif national constitue aussi pour les spécialistes un moyen de lutte contre la pauvreté en République de Guinée. Des tirs entendus dans la nuit du 19 au 20 janvier dernier au camp Alpha Yaya Diallo à Conakry ne sont pas passés inaperçus au sein de la hiérarchie militaire. Le porte-parole des forces armées guinéennes était l'invité de l'émission La Tribune de l'actualité plus de ce lundi. Le colonel Aliou Diakité est largement revenu sur cet événement qu'il qualifie de cas isolé. C'est un décryptage de Moussa Sefa Kamara. Ce sont des coups de feu qui ont perturbé les habitants du camp Alpha Yaya Diallo et affolé les voisins. Selon le porte-parole des forces armées, c'est un groupuscule d'hommes en uniforme qui s'est livré à cet acte jusque-là non justifié. Colonel Aliou Diakité. C'est un mouvement d'abord isolé, il n'y a pas eu de soutien, donc tout le monde est resté loyal et fidèle et républicain aux autorités civiles et militaires qui sont... Pour ne pas laisser place aux interprétations subversives, les enquêtes sont ouvertes et dans sous peu, les auteurs seront démantelés, précise le porte-parole. Les intéressés sont repérés et identifiés. Il y a eu des arrestations et ils sont en train de se dénoncer ce petit groupuscule qui avait eu à faire ces tirs. Et là, les enquêtes définiront réellement les motivations. S'agissant de l'augmentation des soldes, le départ de certains hauts cadres de l'armée, c'est une thèse que le colonel Aliou Diakité balaye d'un revers de la main. On a fait une augmentation conformément au décret de 20% sur la solde, mais qui n'est nullement lié à ce petit mouvement qui s'est de tir. Cependant, cette récente manifestation dans l'une des plus grandes garnisons du pays soulève des interrogations auprès des populations. Le code de bonne conduite en période électorale a été communiqué ce lundi aux journalistes à Conakry. La démarche répond à la volonté de vulgariser le contenu du document en vue de mieux outiller les hommes des médias dans la recherche et le traitement des informations crédibles pendant tout le long du processus électoral. L'initiative est du Centre européen d'appui aux élections ECES en abrégé. Aïssata Fofana. Est-ce que nos responsabilités, nous les principes que nous voulons dégager, est-ce qu'on peut essayer de les conformer au cycle? Face à la complexité des élections communales qui s'annoncent, il s'avère nécessaire que les journalistes s'approprient des règles de conduite pour assurer une bonne couverture médiatique. C'est pour répondre à ce souci que le Centre européen d'appui électoral ECES, en partenariat avec les associations de presse, a élaboré un code de bonne conduite, un outil qui permettra aux hommes de médias de mieux équilibrer leurs informations. Ce code, comme vous l'avez vu, reprend un certain nombre de principes qui, sans exagérer, sont universels. Ce sont des principes qui sont repris dans différents textes de journalistes, mais que nous avons voulu réactualiser pour le cas pratique de la Guinée. Et donc après ce code, étant donné que les journalistes sont nombreux, les médias sont nombreux, on a reçu des différentes associations de presse une demande de vulgarisation, de démultiplication de ce code de bonne conduite pour continuer encore à fédérer les énergies de la presse autour de cet objectif qui est fondamental, celui d'améliorer la participation des médias dans le processus électoral. Pour la représentante de la haute autorité de la communication, le respect de l'éthique et de la déontologie est fondamental en cette période souvent cruciale. Et là-dessus, Hawa Kamil Kamara est beaucoup plus insistante. La haute autorité de la communication vous invite surtout, durant vos reportages, au respect de l'éthique et de la déontologie. Nous insistons sur cela. Au respect de l'éthique et de la déontologie, en ayant à l'idée que nous devons tous les jours être des journalistes responsables. Pour rendre pérenne ce code de bonne conduite, un comité de suivi a été mis en place pour que les journalistes se l'approprient davantage et en fassent bon usage.
Les agents de la Société d'électricité de Guinée EDG ont procédé ce lundi à Ratoma à une vaste campagne de sensibilisation autour de l'installation des compteurs après paiement. Une manière pour l'EDG d'expliquer aux citoyens de cette commune l'importance de cette initiative qui, selon les responsables, vise à permettre aux clients de contrôler leur consommation. Omar Sow pour les temps forts. Après l'étape de Kaloum, les agents sensibilisateurs de la Société d'électricité de Guinée étaient à Ratoma ce lundi. Objectif, sensibiliser les citoyens qui sont des consommateurs du courant sur le bien à gagner avec l'installation des compteurs prépayés. Ces compteurs à prépaiement vont permettre aux citoyens de gérer eux-mêmes leur propre consommation, d'être l'artisan de tout ce qui se passe entre EDG et eux. Puisque aujourd'hui, on a assez de plaintes, tous les citoyens, n'est-ce pas, dénoncent le niveau de forfait, ils dénoncent le fait que nos travailleurs ne déposent pas les factures d'électricité à temps, ils dénoncent le fait que les coupures interviennent sans leur avis. Donc tout ce qui est mauvais, les citoyens reprochent ça à EDG. Mais avec ces compteurs à prépaiement, les nouvelles technologies de l'information, la fiabilité est incontestée et puis le client lui-même peut vraiment gérer sa propre consommation. Une démarche saluée par la secrétaire générale de la commune de Ratoma qui pense que les abonnés d'EDG doivent être largement sensibilisés quand on sait que dans un passé récent, des citoyens étaient hostiles à la venue de ces compteurs après paiement. Ils sont venus, on a fait appel à nos citoyens, on a sensibilisé pour dire que vraiment on demande à tout un chacun d'adhérer à ça. Et on a demandé au chef de quartier, président des femmes, jeunesse, qu'une fois arrivés dans le quartier, ils n'ont qu'à essayer de sensibiliser les citoyens pour que les gens acceptent la pose de la chose du compteur prépayé. Dans la démarche, les élus locaux, les sages et des mouvements associatifs sont impliqués. Ces derniers promettent de perpétuer le message auprès de la population. J'ai consommé tel, je n'ai pas consommé tel, avec le prépaiement, il n'y a pas ça dedans. Vous gérez ce que vous consommez et vous consommez ce que vous payez. Donc nous sommes très ravis et c'est une bonne nouvelle pour nous les chefs quartiers avec les imams de véhiculer ce message au niveau des mosquées et des lieux de rencontre pour que les gens comprennent que c'est pour nous aider nous-mêmes. D'après le chef du projet de ces compteurs, la loi exige que chaque consommateur d'énergie électrique abonné à l'EDG ait son propre compteur prépayé. Pour les fournisseurs, l'installation pour les premiers demandeurs de ces compteurs prépayés est gratuite dans tous les ménages. Le maraîchage est une forme de culture pratiquée à la fois en zone rurale et urbaine à Yataya, dans la commune de Ratoma. Comme dans beaucoup d'autres endroits, des femmes pratiquant cette activité disent être confrontées à un manque d'engrais et de matériel pour mener à bien ce travail. Notre reporter Saloum Kondé est allé à leur rencontre. Suivez son reportage. Accroupie sous un soleil de plomb, d'abat en main pour planter les graines de légumes, Fatou Silla est l'une des femmes qui pratique le maraîchage. Dans un jardin à étendue non négligeable, cette agricultrice de Yataya ambitionne d'agrandir au jour le jour son potager. Mais pour produire plus de légumes, Fatou Silla doit fertiliser son sol avec de l'engrais et une quantité raisonnable d'eau, chose qui constitue pour elle un rêve. L'eau qui coule là-bas, on la tire depuis la rivière jusque dans le jardin entre les plantes. Mais comment faire pour faire parvenir cette eau jusqu'ici? Il nous faut quelqu'un pour le faire. La personne est venue creuser plusieurs fois, mais l'eau ne parvient toujours pas à arriver à destination. Je n'ai ni pelle, ni picasse, ni argent pour pouvoir le faire. Dans ces bas-fonds de Yataya, c'est depuis un peu plus de 3 mois que les activités de maraîchage ont démarré. À ce jour, presque toute la surface du bas-fond est occupée. Et pour accroître la production, c'est l'engrais organique et les déchets produits par les poulets de ferme qui sont souvent mis à contribution, indique Fatou Silla. Nous mettons au départ l'engrais qu'on appelle l'iré. Quand les légumes commencent à se former, nous mélangeons 15-15, 17 et iré, on sème. On achète aussi les déchets des poulets de ferme. Ils sont aussi utilisés au départ. Pour ce faire, on enlève toutes les ordures, on les place
puis on plante les légumes pour accroître la production. De l'autre bout du bas-fond, on peut apercevoir de loin Mawa Kamara en train de ramasser les ordures pour éviter que les mauvaises herbes ne poussent dans le potager. Avec lamentation, elle explique son travail. Je ramasse, je tape la terre, je plante les légumes et puise l'eau pour arroser. Mais nous souffrons beaucoup, nous n'avons pas d'autre moyen, sauf le maraîchage. Même si on gagne l'intérêt des fois, et ça de façon difficile. Ces femmes demandent le soutien de l'État car le domaine est souvent confronté à l'inondation pendant la saison des pluies. Édition spéciale, c'est le nom d'un film long métrage réalisé par un cinéaste guinéen du nom de Cheikh Abdoulaye Kamara. Dans cette œuvre, l'auteur aborde les conditions dans lesquelles travaillent les hommes des médias dans notre pays. Le film va d'ailleurs défendre les couleurs de la Guinée au prochain FESPACO. C'est à Ouagadougou, au Burkina Faso. Bountourabi Keïta. C'est un film long métrage réalisé par Cheikh Abdoulaye Kamara. Il met en relief les conditions de vie et de travail des hommes de médias en Guinée. À travers donc ce film, appelé édition spéciale, l'auteur traite des sujets comme les kidnappings et autres assassinats dont font l'objet les hommes du 4e pouvoir. Le film édition spéciale est une histoire qui tourne autour d'un journaliste qui est décédé. Ce journaliste c'est M. Jean Tambakoli. Et à travers cette histoire-là, nous avons voulu faire un peu la peinture ici de tous les risques que les journalistes encourent ici dans l'exercice de leur métier. En Guinée, les violences faites aux journalistes sont bien plus qu'une réalité. En 2015, un journaliste d'un média privé de la place a disparu et reste jusqu'à présent introuvable. Les hommes de médias sont encore loin d'oublier l'assassinat de Mohamed Koula Diallo le 5 février 2016. Édition spéciale, c'est aussi un acte de reconnaissance des efforts des voix des sans-voix. Cheikh Abdoulaye Kamara est le réalisateur du film. Je voudrais qu'à travers ce film, le monde média sente ici que leur travail ici est salué et reconnu. Qu'ils sachent qu'ici, il y a des personnes ici qui savent le sacrifice qu'ils font. Et je voudrais à travers ce film aussi que l'opinion publique de façon générale s'interroge sur notre rôle vis-à-vis des médias. Qu'est-ce que nous devons faire pour leur faciliter la tâche? Parce qu'ils font le travail ici, c'est pour nous sortir de l'obscurité. Le 25 février prochain, cette œuvre représentera les couleurs de la Guinée lors du FESPACO 2017 à Ouagadougou, au Burkina Faso. L'actualité sur le monde. Pour la première fois au sein du PS, l'un des frondeurs a réussi à évincer le courant social-démocrate du parti, ce qui met en porte-à-faux une partie de l'exécutif. Benoît Hamon a donc battu aux primaires du Parti socialiste l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Il sera donc face à François Fillon, le candidat des Républicains à la prochaine présidentielle. Suivez. C'est avec un sourire crispé pour l'un, franc pour l'autre que les deux hommes se présentent aux sympathisants socialistes rue de Solferino dans le 7e arrondissement parisien. Sous les applaudissements, Manuel Valls et Benoît Hamon se serrent la main, une façon peut-être d'enterrer l'âge de guerre de la campagne. Sans surprise, l'ancien ministre de l'Éducation remporte largement la primaire de la gauche avec près de 58% des suffrages, 17 points devant l'ancien Premier ministre. Benoît Hamon se veut le rassembleur du Parti socialiste. Je veux commencer par rassembler les socialistes, tous les socialistes, parce que c'est ma famille politique et que j'y ai consacré 30 ans d'engagement. Benoît Hamon est plein d'espoir, la gauche se tourne vers le futur et veut gagner, ce sont ses mots. Mais le plus dur reste à faire, l'objectif pour le socialiste, mai 2017. Et pour y parvenir, il veut séduire tous les partisans de gauche. Je leur proposerai de construire ensemble une majorité gouvernementale cohérente et durable pour le progrès social, écologique et démocratique. Pour Manuel Valls, place maintenant au repos. Une nouvelle page s'ouvre. Il m'appartient de prendre le recul nécessaire, de réfléchir, d'analyser, de me réinventer aussi. Je me dois aussi d'apporter davantage d'attention
au mien. Benoît Hamon veut très vite commencer sa campagne présidentielle et préparer les prochains meetings et rendez-vous. Et le premier, dès ce lundi, le candidat socialiste va s'entretenir avec le Premier ministre Bernard Cazeneuve. Après un coup de téléphone hier soir de Benoît Hamon à François Hollande, le président lui a proposé une rencontre en fin de semaine. Et quelles sont les positions du candidat socialiste Benoît Hamon sur le Proche-Orient? Une défiante ligne la plus interventionniste sur la Syrie. Et concernant les Palestiniens, Benoît Hamon avait été critiqué pour son électoralisme après les révélations du canard enchaîné de 2014. Suivez. La France a un rôle à jouer dans les conflits au Proche-Orient. C'est la vision défendue par Benoît Hamon. Le maire de Trappes souhaite occuper une fonction de médiateur dans les négociations sur la Syrie, quitte à se rendre sur place comme il le proposait en décembre dernier. Ce que moi je ferais si j'étais président de la République aujourd'hui, j'irais là-bas. J'irais là-bas. J'irais là-bas comme François Mitterrand avait été à Sarajevo. Et je dirais aux Russes et aux Syriens, c'en est fini aujourd'hui d'une stratégie qui est une stratégie qui conduit à massacrer des populations civiles pour reprendre du terrain. Benoît Hamon n'hésite pas à critiquer la politique menée jusqu'ici par François Hollande et soutient une intervention militaire terrestre en Syrie. La résolution du conflit passe selon lui nécessairement par des discussions avec Bachar al-Assad. Sur le dossier israélo-palestinien, sa position est claire. S'il est élu président de la République, il reconnaîtra l'État palestinien. Seule solution selon lui qui permettrait d'assurer la sécurité d'Israël dans la région. Benoît Hamon était d'ailleurs à l'origine de la résolution socialiste de 2014 qui demandait au gouvernement de reconnaître un État palestinien sur la base des lignes de 1967 avec Jérusalem comme capitale des deux États. Il est de ce fait opposé à la poursuite des constructions israéliennes en Cisjordanie, comme il l'a rappelé lors du débat télévisé il y a 2 semaines. Il me semble que dès lors que nous nous fixons comme responsabilité historique de permettre cette intégration d'Israël dans son environnement régional, il faut lever ce qui fait obstacle aujourd'hui à cette intégration pacifique. Il faut reconnaître l'État de Palestine. Le député des Yvelines s'était d'ailleurs félicité de l'adoption par l'ONU le mois dernier d'une résolution condamnant les implantations. Benoît Hamon s'engage à réussir à atteindre ses objectifs, là où il juge que François Hollande a échoué. Incompréhension et colère, Donald Trump ne s'attendait peut-être pas à des réactions aussi vives au moment de signer son décret anti-immigré. Le nouveau patron de la Maison-Blanche a fermé la porte des États-Unis aux ressortissants de 7 pays majoritairement musulmans. Décision qui a déclenché un bras de fer avec la justice et un vent de révolte dans les aéroports américains. Suivez. Les policiers ont du mal à contenir les manifestants en colère. D'un seul coup, la situation dégénère. Un manifestant est plaqué au sol, sans ménagement. Puis, des gaz lacrymogènes sont employés pour disperser la foule. Des rassemblements spontanés. Plusieurs milliers de personnes dans une demi-douzaine d'aéroports du pays. Je suis ici pour soutenir les gens qui ont été détenus dans l'aéroport et pour tous ceux qui veulent venir en Amérique. Sous les applaudissements des manifestants, cet homme et son enfant sont finalement autorisés à rester aux États-Unis. Mais tous n'ont pas cette chance. Nous sommes ici en Turquie. Ce Syrien est désespéré. Il doit rebrousser chemin. J'ai reçu mon visa pour rejoindre ma femme. Mon épouse et mon fils sont déjà là-bas à Los Angeles. Le quadruple champion olympique du 5000 et du 10 000 mètres, Mo Farah, a la double nationalité, somalienne et britannique. Mais il s'entraîne et habite aux États-Unis. Les portes de l'Amérique sont désormais fermées pour lui. Le 1er janvier, la reine d'Angleterre m'a élevé au rang de chevalier. Il y a 2 jours, Donald Trump a fait de moi un extraterrestre. Coup de théâtre. À New York, la juge fédérale Anne Donnelly interdit les expulsions des personnes arrivées avec un visa valide. Quand le président Trump promulgue des lois et des décrets qui sont inconstitutionnels et illégaux, la justice est là pour défendre les droits de tous. Le président Donald Trump reste, lui, imperturbable. Ce n'est pas pour empêcher les musulmans de venir. Nous sommes totalement préparés et tout marche super bien dans les aéroports. Si le décret sur l'immigration est effectivement appliqué, il pourrait concerner plus d'1,5 million de personnes aux États-Unis.
Dernier élément de cette édition, un acte terroriste, une attaque lâche. La condamnation de Justin Trudeau s'est voulu ferme. C'est avec ce mot que le Premier ministre du Canada a dénoncé l'attentat meurtrier du Centre culturel islamique du Québec, un lieu de culte où 2 hommes ont ouvert le feu et tué 6 personnes. Suivez. Il est 19h45, la prière s'est terminée depuis peu quand au moins un homme cagoulé fait irruption dans la mosquée et tire sur les fidèles. Une 50aine de personnes se trouvent à l'intérieur, les premières victimes tombent sous les balles. La police arrive rapidement sur place, 2 suspects sont interpellés, l'un à proximité du centre culturel, l'autre à une vingtaine de kilomètres de là, au terme d'une chasse à l'homme. Ce dernier aurait prévenu lui-même la police et se serait volontairement rendu. Pour la communauté musulmane de Québec, c'est évidemment le choc. On m'a dit qu'il y avait une fusillade et puis on m'a dit que la personne a réussi à recharger son arme 3 fois. Ici à Québec, là, on a une fusillade. Là. Ici à Québec, une fusillade, des personnes mortes ici à Québec. Selon une source proche de l'enquête, les 2 suspects seraient des étudiants inscrits à l'université Laval. L'un d'entre eux serait d'origine marocaine. La police a entrepris une perquisition. Très vite, les condamnations affluent. Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, dénonce une attaque lâche. Les autorités québécoises appellent à la solidarité avec la communauté musulmane. Nous sommes avec vous. Vous êtes chez vous. Vous êtes bienvenus chez vous. Nous sommes tous des Québécois. Il faut qu'ensemble, on continue à bâtir une société ouverte, accueillante et pacifique. On le fera. On le fera parce qu'on a l'énergie de le faire et la volonté de le faire également, en toute solidarité. Le Centre culturel islamique de Québec avait déjà fait l'objet d'un acte haineux. L'été dernier, une tête de porc avait été déposée devant l'une des portes. D'autres mosquées du pays ont récemment été la cible de graffitis racistes. La surveillance a été renforcée autour des lieux de culte musulmans de la ville. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Demain, mardi, vous serez en compagnie de Daouda Mohamed Kamara. Merci et portez-vous bien.